Ok, voilà. J'avais pas vu le film, mais c'est fait du coup. C'est un peu ça. Yes, Goat. Je crois que je l'ai vu, mais j'étais petit. Ouais, c'est possible. C'est un film de 1986, hein. Vieux film. Des fugitifs. De Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. On retrouve aussi Jean Benguigui et Anaïs Brett. C'est le troisième film du duo après La Chèvre et les Compères, donc du duo Gérard Depardieu et Pierre Richard. Suite à quoi ce duo va s'arrêter. C'est saga des François Pignon. Alors, le pitch. Le pitch, alors, c'est l'histoire de Gérard Depardieu qui sort de prison parce que c'est un mastermind du cambriolage et il a purgé sa peine et il va essayer de se ranger. Le problème, c'est qu'en allant à la banque, il va être l'otage de Pierre Richard, un homme qui a plus rien à perdre si ce n'est sa fille qu'il aimerait garder auprès de lui. Ce pourquoi il essaye de faire ce braquage. Et quiproquo, les deux hommes vont commencer à être pourchassés et ils vont devoir ils vont être obligés de s'entraider pour réussir à s'en sortir. Putain, vous vous rendez compte que vous avez que deux goats, hein, vous avez la Lazy Company et Beetlejuice. Par contre, vous avez beaucoup de cool. Vous avez beaucoup de cool. Qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Avant tout, je regarde mes notes rapidement aussi. C'est un film drôle. C'est un film drôle, c'est un film touchant. C'est un classique, comédie française et tout, avec le duo qui fonctionne très très bien. Et c'est un film qui a un discours sur la reconstitution, sur la reconstruction et la reconstitution du cocon familial, mais sans personnage féminin, ce qui le rend assez intéressant, je trouve. Non pas que les personnages féminins soient ennuyeux, mais justement le fait d'avoir deux personnages masculins avec une petite fille et tout, comme un peu structure familiale, c'est assez drôle. Et vous pouvez me dire que non, mais c'est pas la famille, c'est juste deux gars qui s'entraident. Ouais, mais la gamine a un véritable lien très très fort, direct avec Gérard Depardieu, qui représente un peu quasi la maman qui était absente et qui va la remplacer, etc. C'est assez particulier, on va revenir dessus après. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une espèce de métaphore de la famille. On peut le voir comme une métaphore de la famille. Et sur le fait de se reconstruire pour les personnages. Les trois personnages, en fait, viennent de rien, entre guillemets, enfin, de situations assez compliquées. Il y a un qui sort de prison, un qui est obligé de braquer une banque pour réussir à subvenir aux besoins de sa fille, la fille qui ne parle plus depuis des années, qui va se remettre à parler. Donc il y a vraiment le thème de la reconstruction qui traverse le truc et qui arrive à être traversé de manière assez drôle. Donc le film a ça de très très fort, c'est qu'il prend des thématiques qui sont généralement assez dures et il en fait quelque chose de drôle. Il arrive à construire une comédie là-dessus et à rendre ses personnages du coup particulièrement vivants et attachants. Et ça, c'est cool. Euh, pour les personnages, j'avais noté que les étoiles sont alignées. Gérard trouve du sens en accompagnant la famille dans ses galères et même il se substitue un peu à la maman. À pas mal de moments parce que lui aussi il est dans une position à un moment donné un peu faible où c'est la gamine qui doit s'occuper pendant que Pierre Richard il dit moi je vais tout régler les problèmes et puis il sort, etc., puis il va pas régler grand chose, finalement ils vont devoir aller le sauver, etc. Non, c'est assez drôle de le voir comme ça. Maintenant j'ai un gros problème avec le film, c'est justement la gamine. Alors la gamine, franchement, elle joue bien pour son âge. Moi, j'ai toujours un peu de la peine avec les enfants qui sont trop doués, trop forts dans les films, etc. C'est pas le cas ici, c'est un autre problème. C'est que la gamine, tant qu'elle parle pas, je la trouve trop trop chou. Et d'un coup, elle se met à parler et elle m'énerve. Et elle m'énerve. Enfin, elle m'énerve. Toute mesure gardée, hein, évidemment. Elle m'énerve parce qu'en fait, elle devient plus humaine, mais elle devient juste. Oh, j'ai un bruit chelou. Ah oui, c'est mon casque que je dois mettre en charge. En gros, elle devient un outil narratif dans la mesure où on va se retrouver avec plein de situations assez forcées
par les simples actes de la gamine. En fait, la gamine va s'attacher beaucoup à Gérard Depardieu sans qu'on sache exactement comment ni pourquoi. À la base, c'est Pierre Richard, donc le personnage de son papa, qui lui dit il faut que tu t'occupes bien du monsieur, il souffre, etc. Ça veut dire qu'elle attache quand même beaucoup de valeur à la parole de son père. Sauf qu'après, quand les deux vont se séparer, la gamine, ça va la saouler, elle va se barrer, elle n'écoutera plus le père, elle va mettre en danger même son père à cause de ça. Et j'étais, mais attends, mais quoi? Et du coup, il y a un moment donné où je trouve que le film est pas très bien écrit de ce côté-là, dans la manière de forcer les personnages à rester ensemble pour sauver la gamine, qui fait littéralement assez n'importe quoi. Et donc voilà, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec le fait que la gamine d'un coup perd son humanité pour devenir un pur outil narratif qui permet aux personnages de continuer à avoir une quête, parce que sinon la quête était terminée, les personnages se seraient séparés. Et je trouve que c'est pas très bien amené, malheureusement, et que à partir de là, la gamine, je peine vraiment à comprendre un peu ses actes, où elle va vouloir se laisser mourir de faim, etc. Enfin, ça crée un peu faussement, ça crée des enjeux qui n'avaient pas forcément raison d'être avant. Techniquement, le père aussi fait nimp. La preuve dans la banque, oui, mais il fait nimp à des buts comiques et pas parce que... En fait, il agit pour des raisons tout à fait logiques. Il agit de manière tout à fait logique, sauf qu'il est très maladroit. Et donc, ça arrive ça. La gamine, elle n'est pas décrite comme maladroite, elle n'est pas un enjeu... Elle n'est jamais un enjeu comique, il me semble. Enfin, elle est rarement un enjeu comique. Il y a un ou deux moments quand même où elle l'est un petit peu. Mais effectivement, la scène de la banque, par contre, elle est excellente. La scène de la banque, c'est pour moi la meilleure scène du film. Enfin, vraiment, il y a un enchaînement de gags visuels, d'éléments assez drôles, de situations cocasses. Quand il sort avec lui en otage, c'est très très drôle. Il y a vraiment, le film rigole avec nous de la situation dans laquelle le film place justement Gérard Depardieu et Pierre Richard. On rigole vraiment des deux personnages qui sont les deux en full poisse, quoi. Bonsoir Claude, comment ça va? Pour moi, le film reste quand même sympathique, les dialogues restent sympathiques. Il a des moments où je trouve qu'il est un peu trop écrit. J'ai ce problème vraiment d'enjeux qui doivent être relancés de manière des fois un peu superficielle. Je le mettrais assez haut dans les hockey, je le mettrais pas dans cool. Je vais le mettre devant Machine Girl. Je pense qu'il a sa très juste place entre ces deux films asiatiques qui sont The Great Buddha Plus et Machine Girl. Je le mets devant Machine Girl. Hein. Vous voyez, je vous respecte la France. Et on passe sur pas n'importe quel film, vous allez voir. Voilà, Almost Famous, presque célèbre. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça, les amis ? C'est un film de 2000 réalisé par Cameron Crowe qui a fait Vanilla Sky, qui est un film que j'adore, qui a fait Jerry Maguire que je ne connais pas, un film avec Kate Hudson, Patrick Fugit, Frances McDormand, Jason Lee, Philip Seymour Hoffman, bref, un assez gros casting. C'est l'histoire d'un petit jeune qui veut devenir critique pour des magazines de rock et qui va se retrouver un peu par la force des choses à accompagner un groupe de rock dans sa tournée. Il n'y a pas seulement le groupe de rock, il y a aussi les groupies du groupe de rock avec qui il va se lier d'amitié et dont il va tomber amoureux de l'une d'entre elles en particulier. Sachant qu'il est quand même constamment aussi harcelé par sa maman qui s'inquiète beaucoup, qui elle est une évangéliste, il me semble, si mes souvenirs sont bons, enfin beaucoup plus puritaine en tout cas, et appeler son fils régulièrement pour lui dire ne prends pas de drogue, attention, et avoir l'impression qu'en fait son gamin lui a été enlevé. Bref, plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait de presque célèbre, de Almost Famous ? À partir de ce pitch, à partir de cette bande-annonce, je vous laisse me le dire, les gens. Et donc, ok. Alors, mettons-le dans ok. Alors, presque célèbre, Almost Famous, c'est un film que j'ai revu aussi. Je l'ai fait découvrir à la DAU. C'est pour ça que, du coup, je l'ai revu. Elle voulait un film sympa. Je lui ai fait une sélection de films. On a un truc avec la DAU. Quand on veut regarder un film, on se fait une sélection de films, de 9 ou 10 films, et chacun notre tour, on en élimine un.
Et j'avais le choix entre lui et je sais plus quel autre film. Éliminé. Et Onoda, voilà. J'ai éliminé Onoda que j'avais jamais vu pour revoir ce film que je voulais lui faire découvrir pour avoir son point de vue dessus. Le film a eu 4 nominations. Il va gagner aux Oscars. Il va gagner l'Oscar du meilleur scénario. Et rebonjour mon chat. Mon chat, tu me fais des visites régulières. Tu veux pas juste rester là tout le temps, si tu viens? Voilà. C'est bien mon chat, viens. Donc, le film, 4 nominations, il gagne l'Oscar du meilleur scénario. Effectivement, je trouve que le film est très bien écrit, on va revenir là-dessus. Par contre, le film a été un échec en salle. Le film est assez long, il dure presque 3 heures, je crois qu'il dure 2h48. Il a été un échec en salle, il a rapporté 47 millions et il a coûté 60 millions sans coûter la prod, donc ça a été quand même assez douloureux. Sans compter la prod, sans compter le marketing, pardon. Il a un petit statut culte maintenant, donc je pense qu'il a réussi à se rattraper un peu avec la mode des Blu-ray, DVD. Par la suite, étant donné qu'il arrive au tout début des années 2000, ça a pu peut-être aider. Sinon, il a eu un très bon accueil critique. Les critiques, par contre, ont bien apprécié le film. Un peu comme mon chat apprécie, comme je lui fais des câlins à la manière dont elle me regarde, c'est adorable. À noter aussi que dans le casting, c'était Brad Pitt qui devait jouer à la base le guitariste Russell Hammond. Mais après quelques essais, autant le réalisateur que Brad Pitt ont dit non, mais ça va pas le faire. Et du coup, ils sont passés à autre chose. Mais du coup, il y a certains moments où c'est assez marrant d'imaginer Brad Pitt à la place. Ça fonctionne plutôt. C'est intéressant quand je l'ai montré à la DAU. Son retour a été je m'attendais à un film sur la musique et c'est pas le cas. Et moi, ça m'a fait pareil. La première fois que je l'ai vu, je me souviens que j'étais en mode cool, un film sur la musique, et en fait, c'est pas le cas. On est sur un peu, et le film nous annonce dès le début qu'on est sur un peu tout ce qui entoure la musique. On suit un critique de musique, donc on n'est pas directement sur la musique. En plus de ça, dès les 5 premières minutes, dans les personnages qu'on va nous présenter, c'est moins les musiciens que les groupies, les critiques, les redies, etc. Bref, un peu les producteurs aussi de musique, les gars qui accompagnent. Enfin, c'est drôle comme ça nous montre tout un microcosme un peu décentré des musiciens qui sont assez souvent toujours à l'honneur. La folie des rockers, je suis pas fan. Je comprends. Ouais, alors je comprends pour le mais. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir ça, hein, mon chat. Et c'est intéressant parce que du coup, moi, en le revoyant et en sachant que c'était pas sur la musique, ça m'a permis de l'apprécier encore plus et de encore plus le comprendre. Et de pas en tirer les mêmes choses que la première fois que je l'ai vu. Et notamment, ce que je trouve vraiment intéressant là, c'est que les deux personnages principaux, à savoir le jeune critique et la groupie, paraissent vraiment jeunes par rapport aux autres personnages qui les entourent et paraissent vraiment évoluer dans un univers dans lequel ils ne sont pas censés être. Et ça fonctionne très très bien parce que le film, et c'est là qu'il est très très bien écrit, c'est qu'il va te décrire cet univers avec un peu toutes ses folies, etc. Sans non plus avoir besoin d'en faire trop comme le fait Babylone. Babylone va vraiment dans l'excès, là, le Famous n'a pas besoin d'aller là-dedans pour des fois condamner un peu ce qui s'y passe et il arrive vraiment à avoir des vrais moments d'intimité entre ces personnages, entre des personnages des fois en plus auxquels on ne s'attend pas forcément. Ça fonctionne très très bien. Il y a un personnage secondaire, il y a une autre groupie secondaire par exemple qui traverse tout le film, qui est personnage secondaire / tertiaire presque, et qui va nous offrir une scène d'un coup assez intime dans la discussion qu'elle va avoir avec le personnage principal. On s'y attend pas forcément et ça fonctionne très très bien. Pareil avec Philip Seymour Hoffman qui apparaît un petit peu au début du film, qui est surtout drôle, qui joue un réel critique en plus de ce que j'ai vu, et qui va un peu disparaître le reste du film et qui va réapparaître à la fin et il va nous offrir une scène assez touchante. Et du coup, le film a quand même un bon lot de scènes qui sont assez touchantes dans la mesure où la manière dont elles sont écrites ne sont jamais vraiment forcées et ne cherchent pas vraiment à nous tirer les larmes ou à nous tirer les sentiments qu'il aimerait nous faire ressentir. Et ça, pour moi, je trouve que le film est excellent pour ça, quoi.
Le film aussi est impressionnant dans la manière dont il est mis en scène avec les figurants. Il y a toujours du mouvement dans ce qu'on voit. Le bus qui conduit les personnages, il n'y a jamais juste les musicos. Il y a les musicos plus le jeune critique, plus le prod, plus les groupies, plus d'un coup une ou deux personnes en plus. Enfin, il y a toujours ça. Dès qu'ils arrivent à quelque part, ils croisent d'autres musicos. S'ils les saluent, ils croisent d'autres mondes. Il y a des rodistes qui se promènent. Il y a beaucoup de mouvements dans le plan. Il y a toujours des choses... Enfin, le film est très vivant à travers ça, ça fonctionne très bien et ça renforce les moments où d'un coup le personnage se retrouve posé un petit moment, un instant, soit dans des conversations, etc. Ça crée vraiment, ça renforce vraiment ce contraste qui fonctionne très bien. Et ça donne vraiment ce côté de vie qui continue, qui avance tout le temps, etc. Où on n'a pas le temps de s'arrêter, où à peine le concert est fini, il faut ressauter dans le bus, il faut repartir et en même temps on va faire une fête, on va s'arrêter à tel endroit pour faire la fête, etc. Enfin, c'est quelque chose... il y a quelque chose de très dynamique et du coup les 2h40 franchement on les voit pas tant passer alors que pourtant la structure en soi est assez répétitive. C'est vraiment prendre le bus, aller ailleurs, faire un concert, prendre le bus, aller ailleurs, faire un concert. C'est super maîtrisé de ce côté-là. Et pour moi tout ça fonctionne beaucoup parce que les acteurs déjà sont très bons, les enjeux sont assez marrants et assez bons et les dialogues sont aussi très bien écrits je trouve. Les dialogues fonctionnent de fou. Je pense notamment à toute la tirade de Philip Seymour Hoffman qui explique à notre personnage qu'il n'est pas une rockstar, qu'il accompagne seulement des rockstars et que lui il est juste critique et qu'en fait il est pas cool. C'est pas quelqu'un de cool, alors que le jeune il a dit ah mais j'ai l'impression, enfin je traîne avec eux et tout, j'ai l'impression d'être cool et lui il lui rappelle non t'es pas cool et je suis pas cool, on est juste des critiques, etc. C'est assez drôle la manière dont il explique, mais ce qui fonctionne vraiment, c'est qu'à la fin, il discute après un peu d'autres choses, etc. Et le jeune va conclure la conversation en lui demandant ah, mais est-ce que, ouais, mais quand je vais revenir, enfin, je pourrais revenir à tel moment, etc. Est-ce que tu seras chez toi ? Et l'autre, Philippe Seymour, enfin, lui répond bien sûr que je serai chez moi, je suis pas cool. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Et encore plus, à un moment très tragique où on apprend qu'une groupie folle amoureuse du musicien qu'elle suit est en fait vendue entre guillemets par le musicien à un autre groupe et notre personnage va lui apprendre ça alors qu'elle est un peu sur son nuage, etc. Il va lui apprendre ça, non mais arrête de rêver, etc. Il ressent rien pour toi, il t'a vendu, elle est un peu surprise et il lui dit il t'a vendu pour $50 et un pack de bière. Et on la voit, elle prend quelques secondes où elle est un peu ébranlée et elle encaisse le truc. Et qu'est-ce qu'elle lui répond ? Et là, dans plein de trucs, on s'arrêterait là, elle partirait en courant et en pleurant, etc. Puis tu crées un drame, etc. Et là, elle se remet à sourire et puis elle lui demande mais quelle marque de bière ? Et ça fonctionne super bien. C'est des petites touches comme ça qui, je trouve, sonnent très juste. Fonctionnent très bien. On voit qu'elle est ébranlée et en même temps, on voit qu'elle veut garder la face. La réplique est très bien trouvée. Ça renforce le côté un peu triste et en même temps, ça montre qu'elle arrive à avoir de la hauteur en faisant un trait d'humour. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je trouve que ça fonctionne super bien. La BO est géniale. Et moi, Cameron Crowe, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour moi. C'est tout là-haut. C'est derrière The Apartment, mais c'est vraiment pas loin. Hop là. Pour moi, c'est un film GOAT. C'est un film GOAT pour plein de raisons. Il y a plein de répliques que je trouve très bien. Tous les personnages sont attachants au final, et ça fonctionne aussi très bien. Ils ont tous leur côté agaçant, et en même temps, ils arrivent tous à quelque part. Non, ça fonctionne vraiment bien. Le film est très bien équilibré. Ça reste un film hollywoodien assez classique, hein, mais... Par rapport à pas mal de films hollywoodiens assez classiques, lui, je trouve qu'il est particulièrement juste et qu'il arrive à développer quelque chose de particulièrement intime, malgré la grosse machine qu'il est, et c'est rare pour ce genre de film, et ça, pour moi, c'est vraiment un des rares exemples qui parviennent vraiment si bien. Voilà, donc pour moi, il mérite sa place tout là-haut. On va passer au film suivant. Je vais aller fermer les volets, je vais aller me moucher, et je vous mets la prochaine bande-annonce. C'est parti. Beijing Bicycle, sorti en 2001, c'est un film... Attendez, je veux pas dire de conneries, c'est un film chinois ? Oui, c'est un film de Beijing, ouais, c'est bon. Un film chinois
qui nous narre l'histoire d'un jeune homme qui va travailler dans une entreprise de livraison et on va du coup lui donner un vélo pour ça, enfin lui vendre un vélo pour ça. Et il va pouvoir du coup accomplir des courses, sauf qu'il va se faire voler son vélo par un étudiant qui va vouloir draguer une autre étudiante grâce à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Ok, connais pas. C'est pas grave, maintenant tu connais grâce à la bande-annonce. Donc on a notre hockey et Merf. Ça peut être pas mal. Ok, alors on va le laisser dans hockey. C'est parti. On le met ici. Hop. À côté d'Almost Famous, de Presque Célèbre. Alors, pour vous présenter le film, celui-là, ça va être peut-être un peu plus court. Il y a moins de choses, j'ai moins de choses à dire dessus. Beijing Bicycle, film sorti en 2001, réalisé par Wang Xiaohuai, avec Cui Lin, Li Bin, Chu Xun, Gao Yuan, je suis désolé, j'ai sûrement très mal prononcé tous ces noms. C'est ceux que j'ai trouvés, c'est pas des grands acteurs, surtout les deux jeunes, en l'occurrence. Les deux personnages principaux. Voilà. Pourquoi ce film? Je l'ai emprunté à la Riponne, parce que j'ai vu le titre Beijing Bicycle. Moi, j'aime bien L'homme à la bicyclette de Vittorio De Sica. C'est un film qui m'avait pas mal intéressé durant mes études de cinéma. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un remake? Qu'est-ce que c'est? Je pensais que c'était un remake, donc vas-y, je me lance dessus. On verra ce que ça va donner. Et effectivement, c'est un remake, mais qui prend quand même une autre direction que l'original. Et le film est intéressant du coup à aborder à travers ses différences avec le film de Vittorio De Sica. Si vous ne connaissez pas L'homme à la bicyclette, c'est un film italien des années 40 ou 50, j'ai un doute. Un homme qui trouve un travail et il a besoin de sa bicyclette pour ça, sauf qu'il va se faire voler sa bicyclette. Et pendant tout le film, il va essayer de retrouver sa bicyclette. Et il va aller jusqu'à se poser la question de voler finalement une autre bicyclette et du coup mettre une autre personne dans sa situation pour se sortir lui-même de sa situation. C'était un film assez fort sur la question de la misère qu'il y avait en Italie à ce moment-là, que je vous recommande. C'est un film assez tragique, assez triste, quoi. Enfin voilà. Et ce film-là, il va aussi dans cette direction, sauf que le personnage va retrouver assez rapidement sa bicyclette et le film va prendre du coup un autre tournant. Et c'est ce qui fait que je le trouve quand même pas mal intéressant. Il faut noter que le film s'inscrit, et son réalisateur surtout s'inscrit dans la 6e génération des réalisateurs chinois. C'est une génération de réalisateurs qui vient après, j'avais noté son nom, Zhang Yimou, qui sont des grands films, Les Secrets du Poignard Volant, Héros, ce genre de films. Et on revient à quelque chose en fait de beaucoup plus simple. On va filmer caméra au point, dans les rues, souvent avec pas d'autorisation, on va tourner très vite, etc. Donc quelque chose d'assez particulier pour faire aussi un peu une critique de la Chine actuelle. Enfin la Chine actuelle, là en l'occurrence dans les années du début des années 2000. Là on est beaucoup plus sur une espèce de désillusion du système libéral qui a été mis en place en Chine avec la chute de Mao et l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir. Et le film est assez intéressant, étant donné il se passe à Beijing, il utilise le vélo, il y a un petit encart qui explique dans le film, et après encore plus dans les bonus DVD, qu'en gros, le vélo, à cette époque-là, c'est un signe de richesse de la famille. Une famille qui a plusieurs vélos, c'est une famille riche, du coup. Dans Beijing, donc, on essaie vraiment d'avoir... on essaie d'avoir des vélos parce que c'est un moyen de locomotion qui est très simple, qui est très pratique, mais en même temps, qui n'est pas assez accessible que ça. Ce qui est intéressant, c'est que les deux gamins qui se bagarrent entre guillemets pour le vélo, parce que, comme je l'ai dit assez rapidement, le personnage va retrouver son vélo qui a été volé par un étudiant. Et on va voir que l'étudiant, il a aussi ses raisons d'avoir un vélo, c'est qu'en fait, l'école dans laquelle il a réussi à aller à l'école, il n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais il n'a pas de vélo et tous ses amis ont un vélo, et du coup, il est un peu ostracisé, etc. Donc, il va voler un vélo pour pouvoir ne plus être ostracisé et pouvoir s'intégrer. Ostracisé, pardon. On va pouvoir s'intégrer auprès de ses amis, etc. et pouvoir faire jeu égal, pied égal.
Sauf que pour notre personnage, lui, c'est un besoin beaucoup plus concret de pouvoir travailler avec le vélo, etc. Et donc, ils vont se retrouver à discuter, à voir comment faire. Les deux ont besoin de ce vélo, comment on se débrouille, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film, au-delà, il va un peu au-delà de ce que proposait le voleur de bicyclette. Le voleur de bicyclette posait un constat. Là, le film il pose aussi un constat, mais il propose aussi des pistes, des solutions, qui passent justement par le dialogue de classes sociales différentes, d'univers différents. Et il montre que ça peut fonctionner, c'est intéressant, mais en ayant quand même ses limites. C'est un film du coup que je trouve plutôt subtil et plutôt sympa. Après la réalisation, je vous avoue que la caméra au point dans les rues, des fois je trouve que ça pêche un peu. Ça fait que c'est un peu moins maîtrisé effectivement, hein, mais en soi le film offre quand même de beaux moments. Même si le film a du coup des aspects un petit peu brouillons, mine de rien. Pour moi le film, c'est dur de le classer. Est-ce que je le mettrai dans OK ou dans Cool? Allez, je vais le mettre dans les bas cool, je vais le mettre même derrière tard, je vais le mettre tout en bas de cool, je pense que il est bien là. Hop là. Voilà.